Monsieur le ministre nous a rejoint. Alors, j'ai un grand plaisir à accueillir Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. On est ravis de l'accueillir à ce webinaire consacré au thème de l'éducation avec les Français de l'étranger d'Amérique latine. Tout simplement parce que l'éducation est un thème important, mais également parce que Monsieur le ministre, en plus d'être ministre de l'Éducation, est un fin connaisseur de l'Amérique latine. Avant d'avoir les responsabilités qu'il a aujourd'hui, il a été président de l'Institut des Amériques. Il a également été président de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Je crois, Monsieur le ministre, que vous avez également travaillé en Guyane. Et donc, c'est pour nous un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui pour parler aux Français de l'étranger d'Amérique latine. Bonjour. Bonjour Hubert, et merci à vous de m'accueillir dans cette réunion. Je suis très heureux, évidemment, de pouvoir être là. C'est vrai que dès qu'on dit Amérique latine, je rapplique, si j'ose dire. Ça me fait plaisir de pouvoir avoir cet échange. Peut-être de vous écouter aussi, pas seulement de vous parler, pour évidemment à la fois vous encourager dans ce que vous êtes en train de faire et pour les élections des conseillers des Français de l'étranger. Et évidemment, je suis très, très sensible à ce dynamisme de En Marche au travers du continent américain, mais aussi pour en profiter pour avoir des échanges sur les problèmes concrets qui peuvent exister et éventuellement ceux auxquels je peux apporter ma contribution à la résolution de ces problèmes. Donc, peut-être 2-3 mots pour d'abord, en effet, dire mon attachement à l'Amérique latine et quelques considérations sur l'Amérique latine en général, et puis 2-3 mots sur la question de l'éducation et de l'enseignement français à l'étranger en relation avec les réformes qui sont menées et qui aussi vous concernent en tant que Français, mais vous concernent aussi dans une campagne comme celle-là pour parler du réformisme à l'œuvre en France. On profite aussi pour remercier Anna-Livia Susini, puisque, comme certains d'entre vous le savent, c'est ma conseillère diplomatique. C'est pas pour rien qu'elle est aussi une très bonne connaisseuse de l'Amérique latine. Par exemple, la semaine dernière, on recevait le président Fernandez, le président Macron recevait le président Fernandez. J'ai eu l'occasion de voir la première dame avec Brigitte Macron, la première dame argentine, et on a préparé ça avec le réseau des amis auquel Hubert Maguin vient de faire référence, l'Institut des Amériques Connection, si je puis dire. Et donc c'est évidemment toujours avec plaisir que j'interviens dans les questions latino-américaines, parfois pour plaisanter. Je l'ai fait d'ailleurs récemment dans une réunion interministérielle. Je dis que je suis sous-secrétaire d'État aux affaires latino-américaines, c'est-à-dire que pour cette région qui est parfois un peu délaissée, malheureusement, on le sait tous, dans les priorités de tout le monde, qui est parfois même un peu folklorisée et source de beaucoup de clichés dans l'esprit, dans le débat public, disons, et on est tous un peu malheureux de ça. Il est très important que des personnes comme vous et comme moi viennent rappeler l'importance de l'enjeu Amérique latine, l'importance de l'Amérique latine pour la France, l'importance de la France pour l'Amérique latine. Donc c'est important que vous sachiez que moi-même, je suis vecteur de cela, c'est-à-dire je porte toujours les sujets latino-américains, alors même que la crise sanitaire et la crise économique contribuent d'une part à fragmenter l'Amérique latine et à l'affaiblir, ce qui évidemment accentue encore les problèmes que je mentionnais, et puis font que chaque pays est un peu recentré sur lui-même, et c'est la France comme les autres pays, et qu'on doit donc toujours lutter pour réouvrir les esprits, retisser du lien, et c'est évidemment mon rôle que de contribuer à cela autant que je le peux dans la fonction qui est la mienne. Donc, s'agissant de l'Amérique latine, je voudrais dire qu'on a quand même des ambitions. D'abord, le président, et ça il faut le dire, a une ambition pour l'Amérique latine. J'en parle souvent avec lui, parfois il m'en parle même spontanément. C'est encore le cas hier quand je l'accompagnais dans un déplacement. On a parlé justement de l'Argentine en particulier, mais on a parlé aussi de la Colombie et de la crise actuelle en Colombie. Il y a donc un véritable intérêt du président pour l'Amérique latine et la volonté de prendre des initiatives dans les temps qui viennent. Il en a pris beaucoup pour l'Afrique, encore cette semaine sur les sujets de l'économie africaine au XXIe siècle. Il en prendra pour l'Amérique latine, certainement dans les temps à venir. Moi-même, je prendrai des initiatives prochainement. J'ai notamment à l'esprit, même si ce n'est pas encore sûr, une conférence internationale en présence ou en visio avec les ministres latino-américains de l'éducation sur les enjeux éducatifs partagés. J'ai souvent des visioconférences avec eux.
dans le cadre de l'UNESCO ou dans le cadre de dialogues bilatéraux. Il faut que vous sachiez que dans le contexte de la crise Covid, j'ai fréquemment parlé avec mes homologues latino-américains, alors plus particulièrement la ministre colombienne, le ministre argentin, mais aussi les péruviens, chiliens, le costaricien, mexicain. Et nous avons évidemment des facilités pour créer ces échanges. N'hésitez jamais d'ailleurs à faire savoir qu'en France, il y a cet intérêt du ministre de l'Éducation pour l'Amérique latine. C'est toujours quelque chose qui est très apprécié par les latino-américains de savoir qu'il y a cette sensibilité. S'agissant de la politique latino-américaine de la France, vous en faites partie. C'est aussi vous qui pouvez être force de... Le micro est coupé, monsieur le ministre. Il y a un petit souci. Il s'est coupé. Là, vous m'entendez? C'est revenu. D'accord. Alors, ça s'est coupé au moment où j'avais donné la solution miracle de l'amélioration des relations France-Amérique latine. Et je ne veux pas me répéter, mais là, ce que je voudrais, c'est que vous-même, vous formuliez des idées que je puisse prendre à mon compte sur ce sujet, dans un moment où on a besoin d'avoir une vision réunifiée un peu des enjeux latino-américains, alors même qu'il y a beaucoup de fragmentation. Je voulais vous dire 2 mots aussi des réformes éducatives, parce que c'est important de vous le dire de manière très directe et puis que ça puisse vous servir dans vos campagnes. On entend parfois que la crise sanitaire aurait signifié la fin des réformes ou en tout cas la mise entre parenthèses ou la congélation des réformes. Ça peut être en partie vrai, en tout cas ça ne l'est pas dans le domaine éducatif, et plusieurs choses dont certaines ont un impact sur les lycées français de l'étranger ont évidemment continué à se déployer nonobstant la crise sanitaire, parfois même à la faveur de la crise sanitaire. Si on prend l'exemple de l'enseignement à distance et de la numérisation, c'est évidemment des sujets qui ont au contraire connu un coup d'accélérateur avec la crise sanitaire. Et puis, il y a un sujet qui forcément attire beaucoup votre attention parce qu'il a un impact très important sur les lycées français, mais aussi sur leur articulation avec leur environnement international. C'est celui de la réforme du baccalauréat. Comme vous le savez, elle a été conçue en consultant beaucoup et en étant très attentif aux modèles étrangers qui peuvent exister, ce qui fait qu'on arrive à une solution originale, mais parfois s'inspirant de ce qui peut exister ailleurs. Et la dimension modulaire, qui est un des aspects de la réforme, contribue quand même à une bonne articulation avec les modèles étrangers. Et de ce point de vue-là, le nouveau système est un système, à mes yeux, plus lisible par les universités des différents pays et par les lycées des différents pays. Mais c'est évidemment un point sur lequel vous aurez sans doute envie d'aller plus loin. C'est important d'insister aussi sur le fait que ma première priorité, ça reste quand même la question des savoirs fondamentaux à l'école primaire, le lire, écrire, compter, respecter autrui, qui s'accompagne d'un accompagnement pédagogique qui s'est fortifié. Juste avant de vous voir, j'étais dans une conférence avec les conseillers pédagogiques de la France entière sur le plan français, c'est-à-dire les nouvelles ressources pédagogiques et les nouveaux plans de formation que nous avons pour consolider les savoirs fondamentaux chez les enfants. Eh bien, ça concerne aussi les lycées français de l'étranger et avec la EFE, avec la mission laïque, avec tous les acteurs, on partage évidemment ces ressources riches et cette dynamique de formation continue qui se déploie d'une manière spécifique dans chaque pays où il y a des lycées français de l'étranger. Et puis, la réforme de l'école primaire, c'est aussi une réforme non seulement des ressources pédagogiques et de la formation pédagogique, mais c'est aussi une réforme des langues. Et là aussi, c'est un point auquel vous êtes forcément sensible, puisque l'objectif, d'ailleurs, très clairement affiché par le président de la République dès son discours de la Sorbonne de 2017, c'est que tout enfant français maîtrise au moins 2 langues, la sienne, le français, et puis les 2 autres, une consolidée à l'école primaire, l'autre consolidée dans l'enseignement secondaire. À l'échelle européenne, c'est aussi une façon de développer le français hors de France, parce que si ça devient une doctrine partagée à l'échelle européenne, ça veut dire que dans les autres pays, ça prendra très souvent l'anglais comme une des 2 langues, mais le français comme pouvant être une autre. Donc nous insistons beaucoup sur cela. Il y a un plan langue
ne vais pas rentrer dans le détail, mais il a évidemment un impact aussi sur vous. De la même façon, nous insistons beaucoup sur le parcours international de nos professeurs. La réforme de la formation des professeurs en France a comme conséquence le fait de développer les parcours internationaux de nos futurs professeurs, donc des étudiants qui se destinent à être professeurs. C'est rendu particulièrement possible par l'augmentation de 80% d'Erasmus dans le contexte de la nouvelle commission et aussi du programme qui était celui de Renaissance pendant la campagne européenne, et qui fait que parmi les publics prioritaires pour cette circulation internationale, il y a les futurs professeurs, qui ainsi auront aussi des compétences linguistiques et une ouverture d'esprit renforcée. Donc voilà à très grands traits ce que je voulais vous dire, mais peut-être si Anne veut reprendre la parole ou si vous souhaitez poser des questions ou intervenir, je suis évidemment à votre disposition. Je vais laisser Hubert animer et répondre aux questions s'il y en avait plus spécifiques sur l'étranger, mais la présence de Monsieur le ministre fait que franchement, on a beaucoup de questions très importantes avec tant de réformes qui ont été faites depuis le début du mandat. Donc je laisse la parole à Hubert. Merci beaucoup, Anne, et merci beaucoup, Monsieur le ministre. Alors, pour m'aider dans les questions, on a avec nous les têtes de liste, les différentes têtes de liste des circonscriptions d'Amérique latine aux élections des conseillers des Français de l'étranger. Vous nous avez indiqué avant l'entretien justement que c'était important pour vous d'avoir des retours d'expérience et de savoir ce qui se faisait dans les différents pays pour qu'on puisse avoir un vrai échange. Et justement, on a prévu que chacun puisse vous parler un petit peu du contexte éducatif du pays dans lequel il se trouve et vous poser une question en ce sens. Alors, je vais laisser la parole à Julie pour le Chili qui avait préparé une question pour vous. Merci Hubert, bonjour Monsieur le Ministre. J'avais une question effectivement sur la qualité de l'enseignement français à l'étranger, qui forcément est une préoccupation pour tous les parents, que ce soit en France ou à l'étranger. Et donc, je voulais vous demander un petit peu si vous pouviez nous expliquer les réformes qui ont été menées ou qui vont être menées pour la formation des professeurs qui partent enseigner dans les lycées à l'étranger. Oui, alors, très vaste sujet auquel on a consacré beaucoup de temps avec le ministère des Affaires étrangères pour préparer notre plan d'enseignement français, de rénovation de l'enseignement français à l'étranger. Alors, plusieurs choses là-dessus. Bon, d'abord, ce que je disais tout à l'heure sur la circulation des futurs professeurs, un point auquel j'accorde énormément d'importance, y compris pour la qualité de l'enseignement en France. Parce que si on a nos futurs professeurs qui ont eu des expériences internationales, ça représente évidemment une valeur ajoutée très importante pour leur ouverture d'esprit et le contenu de leur formation. De ce point de vue-là, c'est important de faire aussi des jumelages entre institutions de formation des professeurs entre différents pays et la France. Et ça fait partie d'ailleurs des sujets qui seront sur la table avec les ministres de l'Éducation latino-américains quand on se verra, c'est-à-dire la formation des professeurs. Ensuite, il faut savoir qu'on a mis un certificat d'enseignement français à l'étranger en master MEF, donc les masters de nos futurs professeurs, pour que ce certificat soit une incitation et une bonne préparation à l'enseignement à l'étranger de nos jeunes étudiants. Donc, cette incitation à devenir des professeurs pour l'enseignement français à l'étranger, dès l'âge des études, est évidemment un vecteur de déploiement des vocations. Et c'est très complémentaire d'une autre mesure que nous avons prise, qui est que désormais, alors ça ne vaut pas pour le stock, mais ça vaut pour les futurs flux, une personne qui aura exercé 6 ans à l'étranger devra revenir en France. Nous considérons qu'il y aura ainsi plus de personnes qui pourront bénéficier d'un séjour à l'étranger et qu'on évite aussi parfois de faire stagner des situations. Donc on crée plus de fluidité, plus de possibilités, plus d'incitation, plus d'attractivité. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour cette réponse. Alors, je vais maintenant passer la parole à Alexandre, qui est notre tête de liste à Rio de Janeiro.
Alexandre, avec le micro, ça sera plus facile. Bonjour Monsieur le Ministre et bonjour Madame la députée, merci. En effet, je n'avais pas de micro. Moi, je voudrais poser une question sur un nouveau type de Français qui part à l'étranger, c'est les nomades numériques. Dans nos circonscriptions, on a 3 pays qui leur donnent des visas, mais ça peut être pareil en France, des gens qui ont décidé d'être plus nomades, qui sont un peu en ville et à la campagne suite à la pandémie. Et la pandémie, vous en avez parlé dans votre introduction, nous a accéléré l'enseignement distanciel, en tout cas. Et aujourd'hui, nous a montré que c'était possible de mixer du présentiel et du distanciel. Alors, j'ai une question d'un parent d'élève du lycée Molière. C'est est-ce qu'un enfant pourrait choisir de mixer son enseignement entre du présentiel et du numérique dans le monde d'après? Alors, c'est évidemment une très très bonne question, complexe d'ailleurs, avec des choses non pas contradictoires, mais complémentaires et dialectiques. C'est un sujet sur lequel il faut justement entrer dans beaucoup de détails et d'une certaine subtilité pour lui faire donner tout son jus. On ne doit pas avoir une pensée magique du numérique de façon générale, et c'est particulièrement vrai pour ce sujet. Une des choses très intéressantes de la crise sanitaire que nous venons de vivre, ou que nous vivons encore un peu, j'espère le moins possible dans le futur, ça a été de nous faire vivre une expérience immersive sur le plan numérique. Et ça a fait disparaître toute une série de fausses utopies qui pouvaient exister et qui étaient qu'en gros, le professeur allait disparaître au XXIe siècle, remplacé par la machine. Regardez ce qu'on écrivait par exemple sur les MOOC il y a encore 7-8 ans, et en gros sur la fin de l'enseignement présentiel. Et comme toutes les choses dont on a été privé, c'est vrai aussi des terrasses de café, l'absence du professeur est devenue un problème. On s'est rendu compte à quel point dans ce monde ultra technologique, on avait encore plus besoin du professeur et on avait encore plus besoin de ses camarades, de sociabilité, bref, d'être humain. Et que non seulement on n'en avait pas moins besoin du fait des nouvelles technologies, mais on en avait plus besoin. Et d'ailleurs, en France, c'est une des explications du fait qu'on a pu maintenir les écoles ouvertes, c'est-à-dire qu'il y a eu une véritable affirmation d'une affectio societatis pour l'école de la part des familles. Donc, j'ai toujours besoin de rappeler ça en préambule, parce qu'on se rend compte à quel point la présence, c'est fondamental. En même temps, l'autre chose que la crise sanitaire a montré, c'est la pertinence fondamentale de l'enseignement numérique, pas n'importe comment, pas n'importe quand, mais d'abord, on l'a vu quand nécessité fait loi, quand on est vraiment obligé d'être confiné, on est bien content d'avoir cela. Et deuxièmement, on a vu que ça a permis de développer des ressources, tout un tas de choses, même des choses qu'on croyait un peu dépassées, comme les cours à la télévision, qui semblaient avoir un petit relent des années 70. En fait, en une semaine, il y a un an, on les a recréés et on a fait quelque chose qui a eu beaucoup de succès, qui a été regardé par les petits et les grands. Et puis aujourd'hui, vous avez le site Lumni, qui est devenu un site de référence et qui est issu d'une collaboration entre France Télévisions et nous pour créer ces ressources. On a aujourd'hui des ressources pédagogiques exceptionnelles. On a aussi reconverti l'opérateur Canopé, que certains d'entre vous connaissent, en un opérateur dédié essentiellement à la formation à distance des professeurs. C'est important de le mentionner parce que les professeurs des lycées français de l'étranger peuvent parfois se sentir un peu esseulés. Et évidemment, pour eux, c'est fondamental d'avoir un enseignement à distance de qualité qui leur est offert et ouvert. C'est désormais ce que nous proposons au travers de Canopé et des différents sites d'ailleurs qui sont les nôtres. Et le ministère français de l'Éducation, en tant qu'il est un ministère relativement centralisé, est un ministère qui a eu une certaine force. Vous pouvez comparer ça avec ce que vous connaissez dans d'autres pays, de pouvoir avoir à la fois la masse critique permettant de développer les ressources et d'autre part la capacité d'unité d'action qui permet de rester ouvert même en période de pandémie. Et donc cette formation à distance est très importante. Maintenant, au cœur de votre question, il y a la question de l'hybridation, c'est-à-dire le fait d'avoir un mixte des deux, ce que vivent par exemple certains élèves en ce moment. Je crois que c'est effectivement quelque chose de très intéressant pour lequel des compétences considérables se sont développées depuis un an. En France, on a, notamment dans l'Académie de Paris d'ailleurs, on a développé ce qu'on appelle le distanciel synchrone, c'est-à-dire une méthodologie numérique et didactique qui fait que des professeurs font cours à une partie de la classe qui est présente physiquement et l'autre partie des élèves qui sont chez eux. Et avec des méthodes qui font que c'est pertinent pour tout le monde. Je crois que c'est appelé à se développer très fortement. Il se trouve qu'il y a 2 ans et demi maintenant,
J'ai lancé un appel à projet sur des robots de téléprésence aussi, que l'on avait conçu à l'époque pour les enfants malades. Donc, ils peuvent commander un robot depuis leur chambre d'hôpital pour regarder un cours, le cours de leur classe. Et ça donne des résultats fantastiques. Et donc, on voit bien que c'est l'occasion aussi d'ailleurs de développement technologique et industriel très intéressant et que c'est pédagogiquement pertinent. Donc oui, premièrement, développement des ressources, deuxièmement, développement des compétences, troisièmement, développement des habitudes et des réflexes professionnels. Tout ceci plaide pour un développement de l'hybride, mais pas pour jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire pour amoindrir le présentiel, mais plutôt pour varier les choses de manière extrêmement pragmatique, établissement par établissement, classe par classe, pour offrir des opportunités pour les enfants malades, pour les temps où on doit être en demi-groupe, pour les heures en plus personnalisées pour chaque élève, ou pour le cours dont on considère qu'il peut se dérouler de manière plus pertinente de cette façon. Par exemple, parce qu'il y a des enjeux de distance par rapport à l'établissement. Donc tout ceci crée un champ d'opportunités pour lequel on doit être extrêmement pragmatique. Donc pas de pensée magique, mais au contraire une pensée pragmatique. Et là, je pense que l'expérience que nous vivons depuis plus d'un an maintenant nous a fait faire des bonds considérables. Je vous invite d'ailleurs à consulter les conclusions des travaux que nous avons tenus début novembre sous le nom d'États généraux du numérique, où nous avons fait une sorte de retour d'expérience, des expériences numériques pédagogiques de toute la France, y compris des Français de l'étranger, que nous avons synthétisé dans les conclusions de ces États généraux. Monsieur le ministre, si je peux vous prendre la parole quelques minutes sur ce que vous venez de dire justement, parce qu'Alexandre, dans sa question, a soulevé un point très important. Je voulais, peut-être l'avez-vous dans le radar, qui est avec la crise, on a vu se développer cette situation de nomade numérique. Des personnes qui s'en vont avec leur ordinateur et travaillent de n'importe où dans le monde. Ils peuvent avoir une famille. Alors, dans ma circonscription en Asie, j'en ai beaucoup. Beaucoup. Et là, nous avons à la fois un vivier de familles avec enfants que notre réseau devrait essayer de capter et de pouvoir garder dans notre système. Et en même temps, pas forcément dans nos écoles, parce qu'ils sont parfois dans des endroits très ésotériques, très exotiques parfois. Donc, et par ailleurs, pouvoir peut-être les garder dans notre système à travers d'autres outils numériques. Donc, c'est là que le distanciel peut peut-être avoir un intérêt. Donc, voilà, je voulais attirer votre attention là-dessus parce que je crois que dans les années qui viennent, nous aurons de plus en plus souvent, de plus en plus fréquemment, ces nomades du numérique. Certains pays essayent déjà de les attirer. On aurait peut-être intérêt de se pencher sur le sujet. Ce n'est pas du périmètre de votre ministère, mais pour comment pour nous aussi les attirer. Il y a des talents à ne pas perdre s'ils sont français et à gagner s'ils sont étrangers. Et je suis sûre qu'en Amérique latine, il y a sûrement des expériences qui vont en ce sens. Voilà, je repasse la parole à Hubert. Pardon. Merci beaucoup, Anne. Et je vois qu'on a dans le chat plusieurs questions sur un sujet de préoccupation important qui sont les épreuves du baccalauréat dans ce contexte de pandémie. Et on avait justement Jean de Brasilia qui avait une question sur ce sujet également. Jean, je te laisse la parole. Oui. Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour Madame la députée. En fait, ma question est quand même une préoccupation avec le Covid, cette crise sanitaire qui est terrible, qui a beaucoup frappé le Brésil. Et l'AEFE a fait un effort très important pour aider les familles pour l'école, surtout pour les frais qu'il y a eu. La préoccupation que la dévalorisation du real est très très importante. Et si le gouvernement français va pouvoir continuer à faire des efforts pour accompagner les familles françaises. Oui, alors c'est évidemment un sujet que je comprends très bien, puisqu'il y a, comme vous l'aviez dit d'ailleurs aussi tout à l'heure, des problèmes économiques bien réels des familles. C'est un sujet qui relève plus du ministère des Affaires étrangères, évidemment, et c'est des points dont on parle avec Jean-Yves Le Drian, d'ailleurs récemment encore dans une visioconférence avec lui. Évidemment, je ne peux pas faire des promesses sur une telle question. C'est loin d'être évident. On est sans doute un des gouvernements qui fait le plus au monde pour justement contribuer à une scolarisation des Français, des enfants de ses ressortissants. On peut imaginer une politique de bourse qui franchisse encore un cran ou deux dans sa générosité. Je
pense pas qu'on puisse systématiser une aide de manière mondiale, qu'on n'en a pas les moyens, puis on pourrait créer des effets d'aubaine. Mais en tout cas, il faut regarder l'enjeu, je dirais, social qu'il y a derrière votre question. Et le point est pris. Et j'en parle, j'en ai déjà parlé, c'est étudié entre mes équipes et celles de Jean-Yves Le Drian. Mais c'est difficile de prendre des engagements sur un tel sujet. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Alors, peut-être une dernière question, parce que je sens que je crois que vous avez un agenda serré. On a vu des questions, comme je le mentionnais dans le chat, sur les examens de fin d'année, et notamment la tenue du baccalauréat dans les lycées français à l'étranger, dans ce contexte de pandémie. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'aménagement du baccalauréat tel qu'il a été conçu cette année en 2021, et notamment pour les lycées français à l'étranger? Oui, alors, d'abord en rappelant que le baccalauréat, nouvelle formule, comme vous le savez tous, repose sur un équilibre en temps normal, je dis bien en temps normal, un équilibre entre contrôle continu et contrôle terminal, ce qui était déjà une évolution très importante. Et d'ailleurs, quand il y avait des contestations de cette réforme, elle portait justement sur la part que certains jugeaient trop grande du contrôle continu. Et je rappelle que dans la formule désormais consacrée, c'est 40% de contrôle continu, 60% de contrôle terminal. Un des intérêts de la réforme du bac, on ne pouvait pas l'imaginer à l'avance, mais c'est qu'elle nous permet de traverser plus facilement quand même l'épidémie en termes d'adaptation. Parce qu'au fond, ce qu'on a d'abord pris comme mesure, avant la dernière vague de mesures, ça a été d'arriver à ce que une part plus importante du bac soit en contrôle continu. Et on est arrivé à 82% du bac à partir du moment où, en janvier dernier, j'ai annoncé que les épreuves du mois de mars sur les enseignements de spécialité étaient converties en contrôle continu. C'était inévitable et indispensable, mais évidemment, j'ai souhaité ensuite qu'on n'aille pas plus loin et qu'on n'arrive pas à 100% de contrôle continu, ce que j'aurais trouvé pas bon pour nos élèves, tout simplement. Et ça leur fait du bien d'avoir du contrôle terminal, ça crée un point de repère, ça donne de la valeur au diplôme. Et puis, c'est conforme à la philosophie de la réforme qui considère qu'il y a des avantages au contrôle continu, des avantages au contrôle terminal, et qu'il faut réussir à combiner. C'est très dur en même temps, ça aussi, parce qu'en éducation, le en même temps fonctionne à fond. En même temps le contrôle continu, en même temps le contrôle terminal. Et c'est ce que et puis dans la dernière ligne droite, il y a eu toute une série d'inquiétudes en France, mais aussi à l'étranger. Et donc en France, on a pris les mesures que vous savez. Et à l'étranger, j'ai fait vraiment très attention, justement, avec Annalisa Sugini, à tous les retours qui me venaient par les parlementaires, comme Anne, justement, sur les difficultés qui étaient rencontrées sur le terrain. Et on a beaucoup réfléchi avec les parlementaires sur comment réussir à trouver la bonne adaptation. Donc on a décidé de transposer ce qu'on avait fait pour la France à l'étranger, c'est-à-dire pour l'épreuve de philosophie, se dire que c'était contrôle continu ou contrôle terminal, autrement dit offrir la possibilité à ceux qui le peuvent d'organiser un contrôle terminal et ensuite de choisir la meilleure note entre contrôle terminal et contrôle continu. Et ceux qui ne peuvent pas avoir de contrôle terminal, ils ont le contrôle continu puisque c'est dans le champ de ce qu'on a ouvert, ce qui était la réclamation. Et puis, mais enfin, on garde chaque fois que possible la possibilité du contrôle terminal parce que c'est. Après, quand c'est impossible, c'est impossible. Mais sinon, c'est cette mesure, je crois, très ouverte qui a été prise. Et puis, pour le grand oral, on n'a vraiment pas voulu l'annuler. C'est une des grandes innovations avec le système modulaire de la réforme du baccalauréat. On pense que nos élèves, et vous le savez bien dans les pays où vous évoluez, que ce n'est pas une force de la France, qu'il faut donc que ça en devienne une. Nos élèves ne sont pas toujours très à l'aise à l'oral, donc il est très important qu'ils s'entraînent sur la base de leurs enseignements de spécialité, c'est-à-dire leur point de passion normalement, qu'ils soient capables de bien préparer leur argumentation et puis de bien avoir consolidé leurs connaissances dans leurs enseignements de spécialité. Et donc ça, on l'a maintenu. Et on a décidé que là où physiquement, c'était pas possible. Donc on fera flèche de tout bois pour que dans chaque pays, ce soit possible. Pourquoi pas d'ailleurs même dans les ambassades, les consulats, quand il le faudra. Mais surtout, le permettre à distance, même dans les cas, puisque désormais on a des logiciels qui permettent de faire ça de manière fiabilisée, le faire à distance dans les cas de force majeure où on ne peut pas faire autrement.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Alors, je crois que vous devez nous laisser à 45, donc je me permets de vous remercier énormément pour votre temps. Le- Merci à vous. Ça a été très important pour nous de pouvoir vous écouter. Voilà, Pardonnez-moi, c'est Anne, on comptera les questions peut-être des non seulement le personnes. ministre de l'Éducation nationale. Oui, merci, bien sûr. S'il reste des questions auxquelles j'ai pas pu répondre, je vois des choses qui s'affichent. On les prend. Peut-être Anne, je notais, peut nous les transférer avec Anna-Livia et puis on regarde et bien sûr on essaye de vous répondre. Absolument. On avait, monsieur le ministre, des questions et vous n'aurez pas le temps d'y répondre. On vous les transmettra sur l'organisation différenciée des épreuves du bac et de l'option internationale du bac, pour lesquelles il y a des différences d'organisation, donc les modalités, pourquoi. Mais on vous transmettra toutes ces questions pour que vous puissiez y répondre, hein, et on les redistribuera aux personnes qui étaient présentes aujourd'hui. Merci infiniment. D'accord. Merci et surtout bonne réussite à vous tous dans ce que vous entreprenez, c'est-à-dire vos métiers respectifs et puis l'engagement que vous avez avec En Marche. Évidemment, j'espère, comme vous l'imaginez bien, de tout cœur votre victoire. Et donc merci pour ça. Et puis, viva América Latina. Merci, monsieur le ministre. Et on Et voit aussi que merci, comme vous, monsieur quand le on a de ministre. l'audace, on réussit. C'est vrai. Au revoir. Merci, au revoir. On avait maintenant pour conclure, alors je ne sais pas si vous m'entendez, que vous me voyez bien parce que ma connexion est assez instable, mais on avait une question de Mathieu, qui est notre tête de liste au Brésil, à São Paulo, qui souhaitait la poser à Madame la députée. Rebonjour, Madame la députée. Je voulais vous reparler, enfin, c'est un thème qui a été abordé brièvement par Monsieur le ministre, mais la question des bourses scolaires, hein, qui est un élément essentiel de la politique d'éducation de la France à l'étranger. Donc, il y a un effort sans précédent, hein, qui a été fait par le gouvernement pour faire face aux conséquences financières de la pandémie. Vous l'avez rappelé dans vos propos liminaires. Une enveloppe de 50 millions d'euros a été débloquée à l'échelle mondiale, hein, et concrètement sur notre circonscription à São Paulo, ça s'est traduit par le fait que la quasi-totalité en fait, des demandes de bourse ont été approuvées. Il y a uniquement sur 90 dossiers, il n'y en a que 2, je crois, qui ont été rejetés, et puis aussi avec une quotité financée qui a augmenté. Donc, cette enveloppe, elle a eu des conséquences concrètes pour nos compatriotes sur la circonscription, enfin, pour les familles, qu'elles soient françaises ou binationales. Et beaucoup se posent la question finalement de la pérennisation de cet effort. On comprend que c'est un effort, voilà, qui a été pris dans un contexte exceptionnel, mais dans quelle mesure le gouvernement pourrait envisager au moins de poursuivre partiellement cet effort qui, encore une fois, s'est traduit pour nos familles sur le terrain par un vrai plus. Merci, Madame la députée. Alors, Mathieu, merci beaucoup pour cette question. En effet, c'est un sujet très, très important, nos bourses, pour nos élèves. C'est fondamental de pouvoir maintenir ce système de bourse. Nous avons besoin de nos élèves français dans nos écoles. Nous avons besoin de conserver ce lien. Nos écoles nous permettent de conserver un lien linguistique, culturel, de mécanismes de réflexion, de formation de la pensée, qui est absolument essentiel. Un petit Français ne pense pas comme un petit Américain ou un petit Chinois, et c'est très bien. C'est cette complémentarité qui est parfaitement, profondément enrichissante. Alors, cette enveloppe des bourses, il faut bien souligner, et ça, je suis très contente de voir que dans 80 000 dossiers acceptés chez vous, avec une quotité qui a augmenté, ce qui prouve, hein, puisque le barème en lui-même des bourses n'a pas été véritablement revu, en tout cas là, pour cette crise particulière, ça montre combien certaines familles ont été en difficulté pour que autant de familles rentrent dans la possibilité d'obtenir une bourse, et tant mieux qu'elle l'ait reçue. Alors, 2 points. Le premier point, c'est que le ministre Jean-Yves Le Drian a clairement dit qu'il voulait prolonger le système d'aide qui a été mis en place, d'aide d'urgence, et donc tous les crédits, d'une part non consommés, seront toujours à disposition pour l'année 2021. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il garde un œil vigilant, et si jamais des besoins supplémentaires devaient apparaître qui dépassent l'enveloppe déjà prévue pour 2021, il répondrait présent et ira demander au ministère des Finances une rallonge.
Le troisième point, sur lequel nous sommes plusieurs parlementaires, dont Samantha Cazbonne, qui est notre grande collègue spécialiste de ces sujets d'enseignement à l'étranger, nous regardons de très près comment revoir le barème d'octroi de ces bourses. Je vais donner un exemple sur lequel nous essayons de travailler. Nous n'avons pas encore réussi à trouver une piste d'atterrissage. Nous avons un certain nombre de Français, de familles françaises, qui sont établis à l'étranger et qui, dans le pays dans lequel vous vivez, je ne sais pas du tout ce qu'il en est pour l'Amérique centrale, latine et les Caraïbes, mais n'ont pas accès à un système de retraite. En tout cas pas obligatoire, comme on pourrait l'avoir d'ailleurs nous en France. Résultat, un certain nombre de familles ont choisi, pour préparer leur retraite, d'investir dans un logement en France qu'ils payent régulièrement tous les mois et qui, au bout du compte, va constituer un capital dont ils se serviront pour leur retraite. Or, le barème des bourses, pour le moment, prend en compte l'ensemble du patrimoine des familles et notamment ce bien en France. Donc, nous sommes plusieurs à dire que nous voudrions qu'il y ait au moins un bien immobilier détenu en France qui ne soit pas pris en compte dans le calcul, dans l'évaluation du patrimoine, parce qu'il représente une forme de préparation à la retraite, alors que dans le même temps, on pourrait avoir des personnes qui continuent, qui sont à l'étranger, mais qui continuent à cotiser dans le système de retraite français, par répartition, ou dans un autre système, non pas un capital, ce ne serait pas un système par capitalisation, mais un système par répartition, qui contribue à un système de protection sociale là où ils sont ou en France, et leur contribution n'est pas prise en compte non plus dans les bourses. Donc voilà, donc il y a une petite discrimination d'évaluation des patrimoines sur laquelle nous sommes en train de réfléchir. Nous n'avons pas trouvé de pistes d'atterrissage qui conviennent à la fois à notre tutelle aux affaires étrangères, au ministère des Finances, c'est quand même lui qui se tient les cordons de la bourse, et aux familles qui sont représentées. Donc il y a un travail qui est en cours. Et d'ailleurs, l'arrivée de parents au conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger pourrait grandement aider à faire avancer ce dossier sur les bourses. Les bourses doivent rester, l'enveloppe doit être systématiquement adaptée aux besoins. Et troisième point, le barème doit être vu pour inclure un plus grand nombre de familles. J'ai vu d'ailleurs passer une question dans le chat de quelqu'un qui dit qu'en est-il des classes moyennes. Il faut aussi voir, je sais qu'en Amérique du Sud, il y a quelques pays qui ont été soumis à ça, je ne sais pas où vous en êtes en ce moment, à des variations, des fluctuations de change qui peuvent rendre l'accès aux écoles extrêmement difficile pour certaines familles. Donc voilà l'état d'esprit dans lequel nous avançons, en tout cas avec un objectif, le plus de familles françaises avec des enfants français dans nos écoles. Madame la députée, merci pour votre intervention et pour la précision de vos réponses. Nous arrivons bientôt à la fin de notre webinaire. Toutes les têtes de liste ont pu poser les questions à Monsieur le ministre et à vous-même. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour conclure cette réunion entre nous tous? Est-ce que je peux peut-être rajouter un petit mot, Olivier? Bien sûr. Je vois que la question est posée, il y a une personne qui a plusieurs fois posé la reprise de la question de la gratuité pour les écoles françaises à l'étranger. Non, je voudrais être vraiment très précise là-dessus. Je l'ai rappelé tout à l'heure, le coût réel de la scolarité en école publique en France d'un élève de terminale, 10 700 €. À peu près 9 500 €, un peu moins, sont pris en charge directement par l'impôt, par le contribuable. Il faut savoir que nos écoles aussi en France fonctionnent avec la partie scolarité, les enseignants, etc., financés par le ministère de l'Éducation nationale, mais aussi on a les bâtiments. Les bâtiments, c'est les communes qui payent pour l'école primaire, les départements qui payent pour les collèges et les régions qui payent pour les lycées. Bon. On voit bien là que le petit reste à charge pour les familles, en plus pour les lycées, je l'ai dit, est pris en charge éventuellement par les régions. Et donc un coût très important, pris en charge par l'impôt. Nos écoles françaises à l'étranger, que coûtent-elles? Le fonctionnement total de toutes nos écoles au sein de l'agence, l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, c'est 2,5 milliards d'euros sur une année. Sur ces 2,5 milliards d'euros, il y a une subvention de l'État français à hauteur de 420 millions d'euros. Le reste est financé par les écolages. Je voudrais aussi donner un autre chiffre pour qu'on comprenne bien. Combien, parmi tous ces parents qui mettent leurs enfants, là je parle, quand je dis 2,5 milliards, pardon, c'est pour toutes les familles, qu'elles soient françaises ou étrangères. Ça, budget global de toutes nos écoles, 2,5 milliards d'euros pour avoir un enseignant partout devant tous nos enfants, où qu'ils se trouvent dans le monde. Les contribuables à l'étranger, quelle est la part des contribuables, français ou non français, qui contribuent à la richesse nationale en France et qui payent des impôts en France? Cette part est toute petite.
nous sommes environ 2,5 millions de Français, rien que les Français à l'étranger, et nous avons précisément 260 000 dossiers fiscaux qui passent par le centre des impôts des non-résidents en France. 260 000, 2,5 millions. On voit bien que la contribution à la richesse nationale est toute petite. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, ces 2,5 milliards d'euros que coûte le budget de fonctionnement de l'AEFE n'est pas accessible financièrement à ce que rapporte, ce que la contribution à la richesse nationale des familles qui sont à l'étranger. Et il est hors de question, ça nous, la République en marche, c'est très clair, que nous puissions envisager dans un avenir proche, lointain, ou jamais, il est hors de question qu'on envisage un impôt lié à la nationalité. Ça, c'est hors de question. Donc, on voit qu'on bute sur un problème de budget. C'est pour ça que l'école ne peut pas être gratuite. Aujourd'hui, quelqu'un pourrait dire, c'est pas grave, les 2,5 milliards, vous les prenez sur le budget de l'État. Oui, mais il faut bien que des impôts, qu'il y ait des recettes correspondantes. Nous ne les avons pas. Nous ne les avons pas. Et aujourd'hui, demander à monsieur, madame Martin, qui ont leurs enfants scolarisés en primaire et au collège de leur petite ville à 10 km ou à 15 km de Limoges, leur dire, voyez-vous, on va augmenter vos impôts pour qu'on puisse payer les écoles à l'étranger. Je vous dis, ça ne passera pas. Ça, ce n'est juste pas possible. Donc, il est impossible pour le moment de pouvoir envisager la gratuité des écoles françaises à l'étranger, et pour un long moment d'ailleurs. Merci beaucoup, Madame la députée, pour votre dernière réponse. Nous arrivons à la fin de notre webinaire. Alors, Olivier, pardon, je suis désolée, je vais reprendre la parole parce qu'on nous dit quelle est la part des étrangers qui reçoivent des soins en France sans payer d'impôts. Je voudrais juste préciser que les étrangers qui sont en France, en plus, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. La part des étrangers qui sont en France, qui travaillent, cotisent à notre système de protection sociale et donc ils ne se font pas soigner sans payer. Première réponse. Deuxième réponse, la part des étrangers qui ne seraient pas dans le système de protection sociale, donc qui seraient clandestins et irréguliers. Alors moi, pour avoir travaillé comme médecin au contact de populations précaires, je peux vous garantir que c'est un tout petit nombre, parce que quand on est clandestin, on évite d'aller dans un système où on peut se faire repérer. Donc, ça peut arriver, mais c'est un tout petit nombre. Donc, je voudrais vraiment le préciser parce qu'il ne faut pas tout confondre là sur ce sujet. Et on est en tout cas à des années-lumière de 2,5 milliards de budget de fonctionnement. Et peut-être pour terminer, je me permets d'intervenir. Très clairement, ce dispositif de bourse fonctionne et il semble relativement sous-utilisé. La plupart des demandes sont acceptées. Alors, peut-être pas toujours avec la quotité souhaitée par les familles, mais il y a en tout cas une aide significative qui est apportée. Et donc, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment lutter contre un phénomène qu'on perçoit comme un phénomène d'autocensure de familles de la classe moyenne, familles avec des faibles revenus, qui disent « le lycée français, ce n'est pas pour nous ». Non, je pense que le lycée français a vraiment vocation à accueillir tous les jeunes français et binationaux. Et notre job à nous, c'est de faire en sorte que les demandes de bourse, quand elles sont justifiées, bien sûr, aboutissent. Et c'est le rôle des conseillers consulaires qui siègent au conseil consulaire, dont le rôle, c'est notamment de statuer sur les demandes de bourse. Voilà, c'est notre rôle de vous accompagner dans ces demandes de bourse et donc de vous permettre d'accéder à cet enseignement français à l'étranger. Il y avait aussi une petite question, Mathieu, qui a été posée à laquelle je peux répondre. Quelqu'un posait la question pour les élèves qui ne sont pas à côté d'un lycée français, qui sont obligés d'être scolarisés au CNED, au Centre national d'enseignement à distance. Oui, les bourses sont possibles quand on a un enfant scolarisé au CNED. Il faut faire un dossier auprès du consulat. Là aussi, les conseillers des Français à l'étranger pourront vous aider, vous accompagner dans cette démarche. Mais il est tout à fait possible d'obtenir une bourse quand on a un enfant scolarisé au CNED. Joël, tu souhaitais prendre la parole? Oui, je voulais d'abord remercier Madame la députée de ce qui passe de la gratuité, etc. Ça en a bien parlé. Vraiment, je la remercie de son cœur et de ce qui se passe en France et ce qui se passe à l'étranger. Merci. On a besoin de savoir, surtout nos prochains électeurs. Comme vous le savez, en tant que conseiller des Français de l'étranger depuis 10 ans, le cœur de mon mandat et mon action a toujours été les bourses. Mais actuellement, vraiment, lorsque notre ministre est venu nous voir en septembre dernier, je lui avais signalé quand même que j'avais beaucoup de mes compatriotes en Colombie qui avaient des problèmes qui n'étaient pas éligibles. Et aujourd'hui, avec la crise économique que nous vivons, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, j'espère qu'on va continuer au moins le même budget que nous avons déjà, qui n'a pas diminué, je précise, depuis qu'on est en marche. Le budget des bourses n'a pas été diminué, a été augmenté.
On a fait un maximum en 2020. Aujourd'hui, on continue. Donc, je pense la première section de bourse et deuxième, qu'on va faire en septembre. J'en suis, disons, reconnaissant au gouvernement et pour mes compatriotes en difficulté aujourd'hui en Colombie, où nous avons une crise économique, pandémie et tout, où j'ai plus de 500 familles qui sont déjà au tapis. Donc là, de nouveau, lorsque notre ministre fait l'honneur de passer, nous avons beaucoup d'admiration pour lui, parce qu'il a vécu en Colombie, notre ministre, donc il connaît très bien ce qui se passe en Colombie actuellement, point par point. Donc actuellement, dommage, je n'ai pas pu le saluer, mais quand même, j'ai vu, on a bien entendu techniquement ce qu'il fallait répondre à la plupart des gens qui sont en ce moment dans cette visioconférence. Donc, Madame la députée et tous, je vous remercie beaucoup et au nom de la Colombie, vraiment merci. Merci à vous et on continue, on restera en contact pour faire avancer tous ces dossiers qu'un maximum, encore une fois, de nos élèves, c'est vraiment l'objectif, puissent avoir accès à nos écoles, à notre scolarité et à notre manière de penser, je pense, à laquelle nous tenons tous. Et je tenais à tous vous remercier. Merci beaucoup, Madame la députée, pour toutes vos précisions et grande discussion que nous avons eue aujourd'hui sur le sujet de l'éducation qui nous touche, nous tous particulièrement, Français de l'étranger. Je remercie aussi tous les participants et nous allons organiser un dernier webinaire lundi prochain sur la simplification administrative et nous vous tiendrons informés. Ce webinaire sera retransmis en replay sur YouTube et nous vous tiendrons informés aussi des futurs événements. Et je souhaite aussi bonne chance à toutes les têtes de liste et je vous souhaite de belles victoires en perspective. Merci et à bientôt. Merci.